Émission vraiment intéressante pour vous aujourd'hui, puisqu'on présente deux gibiers qu'on voit vraiment pas souvent chasser. Alors, présentation spéciale en Europe. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Écotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Et les produits de chasse Pro Expédition. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Aujourd'hui, deux nouveaux gibiers qui sont chassés en France dans les Pyrénées et c'est fait par mon ami Hugues Vaillancourt qui est propriétaire de la compagnie Fierce, les armes à feu avec lesquelles j'ai le plaisir de chasser. Hugues nous amène aujourd'hui chasser le cerf rouge. Le cerf rouge qui est reconnu comme un gibier à grande population dans les forêts tempérées, que ce soit de l'Europe, de l'Afrique du Nord ou encore de l'Asie. Et ce gibier-là est convoité premièrement pour son volume, deuxièmement, la taille de ses bois et troisièmement, puis je pense que c'est ça le plus important, la qualité de venaison qu'il nous offre. Mes amis, on suit Hugues Vaillancourt pour sa prospection de cerf rouge. Alors, on est dans les Pyrénées, en France. On est parti d'un petit village. On est monté en montagne. Il est présentement 6h30. On s'est placé à un endroit où ce qu'on pouvait voir là, presque 360 degrés. Alors, on était à la recherche là, d'un cerf rouge. Alors, à suivre. Voiture. J'étais 10 mètres trop loin. Et à quelle distance qui est, Alex? 210, c'est pas ça. Combien? 270, 280. 280. Je l'avais mis à 250. René, on a eu des rapports qui sont très positifs de la part des gens de la Société de sauvetage du Québec. Les gens qui vont en pêche portent de plus en plus le vêtement de flottaison, donc on a moins de noyades. Mais les chasseurs, il ne faut pas les négliger non plus. On a des beaux produits qui s'offrent à eux. J'aimerais que tu m'en parles. Définitivement, on a le produit qui s'adapte parce qu'on sait très bien que nos vestes de flottaison étaient beaucoup plus adaptées aux pêcheurs. Les couleurs et les formes. Maintenant, on a la veste classique. Oui. Camouflage. Ça veut dire que là, tu peux pas dire que tu portes pas ta veste parce que ta veste est rouge ou ta veste est bleue puis tu es à la chasse au canard sur le lac. On a la veste camouflage. Les petites poches, le sifflet pour la sécurité si on tombe à l'eau. Très fonctionnel. Donc, c'est des accessoires qui ont été rajoutés pour la chasse parce que les petites poches... adaptés pour le chasseur plus que pour le pêcheur. Good. Tu as cette veste-là
qui est paddé à l'épaule, qui va te donner peut-être un petit peu plus de bourrure au niveau de l'épaulement de ton fusil. Ça veut dire qu'elle est moins aimée au départ pour l'épaulement. Mais pour le transport, c'est parfait. Tu arrives avec le deuxième modèle qui est inspiré de la veste de pêche. Oui. OK? Qu'au niveau de l'épaule, n'a pas de padding. Ça veut dire qu'elle est vraiment comme une veste de tir. Quand je vais au club de pigeons d'argile, moi, ma veste de tir est exactement comme ça. Ça veut dire que j'ai le même épaulement pour mon fusil, j'ai le même épaulement pour ma carabine. Je suis libre de mes mouvements, beaucoup plus adapté. Encore les petites pochettes. Encore les petites Le poches, sifflet. le sifflet pour la sécurité. Good. Mais je te dirais, les gens s'en vont de plus en plus vers ce modèle-là, et c'est celui que j'adore le plus. Le carcan. Oui, parce que tu n'as pas aucune raison de ne pas le porter, parce qu'il est super confortable, il nuit pas à aucun de tes mouvements, il est camouflage, déclenchement manuel, on peut changer la bonbonne si on l'a déclenché. C'est vraiment la veste parfaite. Je te remercie, René. Et vos marchands à Coton vous souhaitent bonne chasse en sécurité. Pas de premier. Il a l'air moi. Là, il bouge plus. Il attend de te revoir. Il est beau, il est beau. Il bouge plus, là. Que ce soit pour n'importe quel gibier récolté, on recommande d'attendre quelques minutes. Et Hugues a réussi un bel abattage. Bravo, Hugues. Merci. C'est magnifique ça là. Tu vois là, ça là? Ah, c'est beau, ouais. C'est dommage qu'il a pas les deux côtés comme ça. C'est un vieux, hein, tu penses? Regarde comme il a les kilos ramassés. Ouais, il a un peu de trucs. Ça a 7-8 ans, ça. Il est beau. Alors, on est dans les Pyrénées. Je suis avec mon ami Alex de la France, avec les deux guides. Il fait noir un petit peu. On l'a tiré. On était à la limite du temps. Alors, on a spoté, on a fait de la jumelle pour essayer de le trouver. À un moment donné, on veut passer ce beau cerf rouge-là. Et il est environ à 280 mètres. Alors, on a pris un tir et il n'a pas fait un pas. Il est tombé direct là. Hey, félicitations, vraiment, Hugues, un beau tir, belle récolte, un beau gibier, beau cerf rouge, gros panache, c'est tout ce qu'on voulait voir. Après la pause, mes amis, on va aller rencontrer ensemble un nouveau gibier que moi, je ne connaissais pas, le isard. Hugues, maintenant, nous présente sa chasse au isard. Qu'est-ce que le isard? C'est un animal qui ressemble un peu au chamois, sauf qu'il va peser peut-être 20-25 livres de plus. Et la grosse différence, c'est le panache. Deux panaches similaires, là. C'est deux cornes qui ont un crochet environ de 45 degrés. Sauf que chez le isard, les deux cornes sont presque collées ensemble, tandis que chez le chamois, il y aurait un espace entre les deux. Ce qui est spécial, c'est que ces animaux-là sont beaucoup individuels durant toute l'année, sauf pendant la période de reproduction où ils vont se regrouper en hardes. Et souvent, la harde est conduite par une femelle. Alors, je peux vous dire que Hugues et son guide vont travailler très fort pour nous présenter la récolte d'un isard. Il y a une harde de isard là-bas. On les a vus à distance, on essaie de s'approcher pour avoir un tir.
vais tirer dans le foin un petit peu au départ. Tu tires dans l'épaule. Oui, oui. Est-ce que je suis prêt, là? Il est à terre. Elle est très belle. On vient de tirer une femelle isard. Les cornes étaient très longues et étaient à 250 mètres. Alors, on a fait notre approche. On s'est envenu par la route ici. Alors, on s'est installé. On a pu prendre une bonne shot. J'ai pas voulu qu'on continue pour aller voir l'autre parce qu'elle était première. Je pense que c'est la meneuse. C'est pour ça qu'elle reste en retrait. OK. Et comme on n'était pas à bon vent, t'as vu que le vent ne portait pas bien, j'avais peur qu'on tape. Après, on en a vu d'autres en bas. Tu avais vu les autres que je t'ai montré? Oui, sur le flanc de la montagne. Mais tu vois, je pense qu'ils étaient de là où on a regardé du fond, je pense qu'ils étaient là. Seulement, on n'a pas su les voir parce qu'avec le contre-jour, ça faisait pas une bonne lumière dans les jumelles. Mais ils étaient là, je pense. Alors, on va aller voir ça. Ralph, il y a des gens qui me disent j'ai tiré juste 3 balles cette année pendant la chasse, je ne nettoierai pas mon arme. C'est-tu important ou non de nettoyer, peu importe la quantité de balles qui a été tirée? Très important de nettoyer, peu importe comment tu l'as tiré, avant de serrer ton arme, d'entreposer ton arme pour l'hiver. Tu nettoies un peu comme on a expliqué dans le rodage, mais tu n'es pas obligé d'être aussi agressif. Tu enlèves ton carbone, tu t'assures qu'il n'y ait plus de cuivre dans ton canon. Okay. Puis après ça, on va faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on le laisse à sec, puis on tire. Mais là, on va mettre une mince couche d'huile dedans, avec 2-3 patchs d'huile. Si possible, avec des produits pour les armes à feu. Ça, c'est pas important. arriver avec de l'huile à moulin à coudre, comme j'ai déjà entendu, puis tout, là, parce qu'il faut s'entendre que de l'huile, ça se compresse pas. Fait que si tu nettoies ton arme, tu mets de l'huile dedans, tu la mets debout dans ton case, rendu au printemps, là, ton huile elle va avoir descendu en bas. Si tu mets une balle là-dedans, là, ça peut être très dangereux s'il y a une accumulation d'huile dans ta carabine. Donc, au printemps, il faut renettoyer l'arme aussi. Absolument, absolument. Toujours runner une carabine à sec. Toujours, toujours. Fait que tu refais le processus qu'on avait parlé au rodage, encore une fois, moins agressif. Puis là, après ça, un coup que tout est à sec, partout, là, tu peux commencer tes séances de tir. Mes amis, de cette façon-là, vous vous assurez d'une chose, c'est que votre arme n'aura aucune corrosion. Ouais. Ça, c'est très important. Ça change tout dans la qualité de tir. Un peu de pratique avec ça, puis on est des champions. On retourne dans l'action avec Bonne Chasse. T'as vu, elle a des longues cornes. Oui. Et elle ouvre. Pour une femelle, elle est extraordinaire. On va s'avancer devant parce qu'on peut voir la grosse chevrée qui est juste en face. Là, tu vois, Hugues, ça c'est le point culminant. C'est le sommet le plus haut du département de l'Aude. Là où on est actuellement, 2000. Okay. Exactement, je sais pas, mais 2400 et quelques. OK. Qui fait partie des Pyrénées. Ça, c'est les Pyrénées, mais c'est surtout le massif le plus haut du département de l'Aude. Voilà. Après, plus loin, il y a le mont Canigou. C'est le pic le plus haut du département des Pyrénées-Orientales. Et là, après, tout ça, c'est la chaîne. Ça, c'est des premiers contreforts de la chaîne des Pyrénées. Avec le port de Paillères, le Roc Blanc, tout ça. On a vu au moins... En bas, il y en avait 6. Ouais. Là, il y en avait bien 20 ou 25. Plus 3, on a vu 30 isards. Il est là, Cédric. Oh. Félicitations. Merci. Alors, c'est mon isard. On était venu dans les Pyrénées pour chasser le cerf rouge et le isard. On l'a pris de par le haut parce que, en fait, si tu veux, comme je t'ai expliqué, je pense que c'était la menace de la grosse troupe qu'on avait. Tu as vu, la troupe était là-bas et elle était plus en retrait. Parce que si on était rentré plus, déjà on n'était pas à bon vent et je pense qu'on allait tout faire partir. Donc on a fait le choix de tirer cet animal après l'avoir vu. C'est une très belle... Tu vois, ça peut prêter à confusion parce que on voit très bien ici que elle ferme beaucoup. Ça, c'est très typique du mâle.
Okay. Normalement, la femelle est plus ouverte, si tu veux. Elle a le crochet qui retombe moins, elle a un crochet à plat. Mais ici, celui-là est bien fait. Ici, on voit qu'il y a une malformation. C'est peut-être dû à un coup ou une chute. Tu vois, ça ferme. Il y a eu un problème ici. Mais voilà. On le voit, il y a un plat. Ouais, c'est un très bel animal. Et pour le tireur, félicitations. Merci, on vient de faire la tradition. On rend un hommage à l'animal avec une petite brisée et une brisée au chasseur. Voilà. Après, tu vois aussi, on voit bien ici la caractéristique de... Ce matin, tu me demandais quelle était la différence entre l'isard et le chamois. Elle est très simple. Donc l'isard, par rapport au chamois, déjà le chamois en poids, plus gros. Okay. Il va faire minimum entre 10 et 15 kg en moyenne de plus. Et aussi ici l'isard, à la base des cornes, est très serré, contrairement au chamois qui lui est beaucoup plus écarté. Voilà, où on va pouvoir passer le doigt, alors qu'ici c'est très rare sur un isard. Normalement c'est tout le temps serré en bas, très serré à la base. C'est très petit, hein? C'est pas un gros animal. Voilà, pour tirer, il faut être bien positionné. Par contre, on peut voir les grosses pattes. Ouais. Voilà, tu as vu le terrain là où il passe, donc c'est vraiment un animal très habile. C'est vraiment l'animal emblématique des Pyrénées. Hein. Okay. Voilà. Le cerf est une chasse parmi tant d'autres, mais l'isard c'est une chasse qui est vraiment courtisée ici par et les chasseurs locaux. Et voilà, on a un joli territoire qui se prête à chasser l'isard et c'est très bien comme ça parce tu as pu voir, on a une très belle population. Ouais. Donc, voilà. Bravo Hugues. Merci au guide pour toutes ces belles informations. C'est vraiment plaisant de connaître d'autres gibiers qui sont sur d'autres continents qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord et surtout au Canada. Alors, on essaie de vous faire découvrir d'autres animaux comme ça. C'est vraiment plaisant. Mes amis, après la pause, on va rejoindre Maxime qui nous concocte encore une belle petite recette facile à faire. On reste ensemble. Maxime, aujourd'hui, on va faire une recette avec du dindon sauvage. Les gens disent que c'est dur, c'est sec. Est-ce qu'il y a moyen de manger quelque chose de bon? Puis oui, facilement en plus. Ah oui? Ce qu'il faut comprendre du dindon, c'est que c'est une viande qui a très peu de gras. Puis en partant de la dinde qu'on cuisine à la maison, c'est une dinde sec. Okay. Fait que tout ce qui est important, c'est de s'assurer qu'elle n'est pas trop cuite, qu'elle a un bon corps gras dans lequel elle cuit. Fait que moi, vous allez voir, on fait ça très simple. J'ai un petit morceau de poitrine de dindon ici. Ce qu'on va faire, bien simple, je la prends avec mon couteau, je l'ai ouvert vite. Puis ce qu'on peut faire, on peut la taper aussi pour l'attendrir puis l'amincir. OK. Là, on a un beau morceau de dindon. On va ici, un petit peu de fromage à la crème, un corps gras, très simple, très facile, accessible. Ici, un petit mélange de sauce épicée. On peut prendre sambalolex, sriracha, un peu de tabasco pour donner un petit peu de kick. On va avoir besoin ici et ici, un petit assaisonnement spécial. Je pense que tu t'es très bien débrouillé. Oui, puis je peux dire qu'on reçoit plusieurs courriels là-dessus qui disent que ma technique de salage et de poivrage, c'est ça qu'on dit, s'est améliorée grandement, depuis grandement, le début grandement. des recettes. Alors, tu t'en viens un saleux expert. je te donne le crédit de m'avoir montré comment saler et poivrer comme il faut. Encore une fois, petit dé de lardon, le petit côté gras qui va hydrater notre viande tout au long de la cuisson. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire une belle petite couche comme ça. Là, on l'a bien étendu. Là, c'est là que c'est important. Ça nous prend un bon linge pour enlever une couche. Puis pendant ce temps-là, moi, je veux juste vous mentionner encore une fois que toutes les recettes, les quantités, tout ça, c'est sur notre site Internet. Donc, ce qu'on va faire ici, un petit papier d'aluminium. On roule, on se fait simplement une roulade, puis il ne faut pas se gêner de la rouler serrée. Comme ça, on va emprisonner. Si c'est trop lousse, excusez-moi l'expression, bien notre fromage va avoir tendance à sortir. Donc, on amène ça ici. On peut se permettre un autre petit coup. Vas-y pour le sel, je ne voudrais pas créer de zizanie. Un peu de sel. Et ce qui est important, c'est qu'on roule très serré. Ici, on roule. Un coup qu'on a commencé, pour arriver à sceller vraiment notre jus à l'intérieur, on appuie une pression comme ça ici. Okay. On vient refermer. Comme ça, on vient placer notre papier. Puis on roule bien serré. Ici, on lèche pour s'assurer que... Donc, on roule bien serré.
Et puis par la suite, on cuit, on tourne, quinzaine de minutes de cuisson sur Pas le plus que feu. ça? Pas plus longtemps que ça. C'est une volaille, il faut vérifier, il faut s'assurer que la viande est cuite. 15, 17, 18 minutes, parce que si c'est trop cuit, notre viande va perdre son jus, va perdre son eau, puis on va se retrouver avec une viande sec. On s'en va au feu. On s'en va au feu. Maxime, notre roulade de dindon est prêt. On se croise De les quelle doigts. façon on sert ça? On déballe. Donc, vous allez voir, on y va tranquillement. Quand on va ouvrir les jus de cuisson, vous allez voir qu'il n'y a rien de sec là. Ici. Wow. Oh, oh, oh. Donc, ici, on va la laisser à l'intérieur pour ne pas tout perdre notre jus. Mais là, regarde ce qu'on fait, on coupe. Sérieusement, ça a tellement l'air tendre. Comme ça. Wow. On peut même s'en mettre un autre morceau. Tiens, moi, pendant ce temps-là, une petite salade de légumes chauds. Tout le temps bon pour la santé. Je suis tellement voilà. habile. Et voilà. À vérifier la cuisson. Bien ça, important. c'est très important. Bien important, parce que ça reste une volaille. Il peut y avoir des petits risques de bactéries. Mais là, ici, on a une belle cuisson. Mes amis, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'y goûter. Mais pendant ce temps-là, on vous envoie avec Frédéric Tremblay qui va nous parler d'une bière pour accompagner ça. Frédéric qui est de la microbrasserie Charlevoix. Merci Norman. Cette semaine, dindon sauvage, on a une viande quand même qui est goûteuse. On veut lui donner une bière qui va être capable de la soutenir. Donc, je vous propose la Vache Folle Session IPA. On le sait maintenant, les IPA, c'est la grosse mode. C'est des bières qui sont costaudes, qui sont très, très amères. Mais la version que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu un hybride parce que c'est une Session IPA. 4,2 % d'alcool, très parfumée, avec une bonne personnalité, mais qui n'est pas une personnalité dominante. Donc, ça va se marier à perfection avec notre dindon. On a donc une bière ici qui est rousse, qui va avoir des parfums de houblon qui sont assez prononcés, mais qui ne viendra pas par son corps masquer le goût du dindon. Un mariage parfait. Bonne chasse. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu parce que ça a vraiment été un plaisir de la monter pour vous autres. Mes amis, soyez là la semaine prochaine avec bonne pêche. D'ici là, continuez de respecter la nature. Je suis fier de vous autres. À chaque petit pas qu'on fait en avant, je peux vous dire que c'est un grand pas qui se fait dans la nature. On continue la semaine prochaine. Salut la gang. L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les treuils portables Portable Winch, les armes à feu Fierce et les pièces d'auto LKQ. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre nouveau site Web.